Sous surveillance permanente, la Soufrière montre des signes de regain d'activité, titre Guadeloupe Première en juin 2023. La Soufrière secouée par une série de petits séismes, précise le journal France Antilles le 4 février dernier. Des articles qui reprennent des communiqués de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe. L'OVSG parle régulièrement de séquences de séismes dans la zone soufrière, mais de très faible magnitude. En mai, la préfecture de Guadeloupe a pris un arrêté instituant de nouvelles mesures de protection et de sécurité au sommet de la Soufrière. Une décision prise en raison du regain d'activité du volcan et de l'émission de fumerolles à plus de 200 degrés. Une situation impliquant des risques d'effondrement en surface constatés par l'OVSG. Faut-il donc s'inquiéter de ces phénomènes? Quelles sont les différences ou les similitudes avec les événements qui ont précédé l'éruption de 1976? Qu'est-ce qui a changé dans la connaissance scientifique depuis cette époque? Et comment la Guadeloupe ferait-elle face aujourd'hui à une nouvelle éruption? En 1976, j'avais 33 ans. À 9 h du matin, c'était une explosion terrible. Et à ce moment-là, c'était la panique. Alors les scientifiques ne pouvaient pas monter, la gendarmerie ne pouvait pas monter. Alors moi, j'étais dans mon jardin juste en face. J'ai été à la clinique et j'ai dit bon, que je pense que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes le 8 juillet 1976. La clinique dont il parle, c'est celle des Eaux Vives, située sur la commune de Saint-Claude, à Papaye, plus précisément, nichée à plus de 800 mètres d'altitude sur un des flancs du volcan. Voilà près d'un an que le volcan montre des signes d'agitation. Mais cette première éruption surprend tout le monde. Aucune alerte n'est déclenchée et ce sont près de 30 000 personnes qui se retirent spontanément de la zone à risque, le sud Basse-Terre, pour rejoindre le nord ou la Grande Terre. Si le préfet de Guadeloupe, Jean-Claude Rousseau, ne juge pas utile de déclencher l'alerte numéro 1 du plan Orsec, il décide toutefois d'évacuer les hôpitaux de Saint-Claude et Basse-Terre, ainsi que la maison d'arrêt du chef-lieu. J'ai évacué ma famille. Tout d'abord. Et après, j'ai dit non, je ne peux pas laisser quand même la clinique Les Eaux Vives avec des malades. Il faut que j'aille porter secours. Alors moi j'ai été et j'ai fait 10 voyages pour la clinique Les Eaux Vives en sortant de la clinique et descendant à Basse-Terre. Sortant de la clinique, descendant à Basse-Terre. Mais c'était difficile parce qu'avec la cendre qui tombait, c'était de la cendre en masse qui tombait, vraiment même. Alors il fallait ouvrir la portière de la voiture et mettre la tête dehors pour conduire. C'est pas facile. C'est la 404 camionnettes que j'avais en 1976, on a évacué la population. Les gens étaient derrière, il y avait des gens devant. C'était rempli derrière, j'ai fait plusieurs voyages avec la camionnette. 5 jours plus tard, Haroun Tazieff, directeur du service de volcanologie à l'Institut de physique du globe de Paris, l'IPGP, et vulgarisateur déjà bien connu du grand public, arrive sur place. C'était de la vapeur d'eau, surchauffée au départ, simplement de la vapeur bouillante après. Pour lui, il n'y a pas de risque majeur et il quitte rapidement la Guadeloupe. Je suis personnellement persuadé que les chances de catastrophe, appelons-la comme cela, sont extrêmement faibles pour le moment. La situation semble s'améliorer et la plupart des réfugiés rentrent chez eux. Mais dès le 24 juillet, de nouvelles projections de cendres se produisent, accompagnées de séismes fortement ressentis. Une nouvelle explosion survient au sommet du volcan le 9 août. Jusqu'au 14, l'activité ne faiblit pas. Le préfet s'inquiète et fait appel à de nouvelles expertises.
Des géologues débarquent et Claude Allègre, tout fraîchement installé au poste de directeur de l'IPGP, s'empare du dossier. Pour eux, la probabilité d'une éruption de magma est bien réelle. Christian, ténor à Bazac, venu renforcer l'équipe de l'Observatoire en 1976, établissement dont il deviendra plus tard directeur adjoint, se souvient d'une querelle de longue date entre Tazieff, l'impulsif homme de terrain, et Allègre, le chercheur couvert des plus hautes distinctions. Ces poches magmatiques vont avoir tendance à monter. Tazieff, qui est un autodidacte, on va dire, se heurte en 1974 au Costa Rica avec M. Allègre, qui n'est pas encore directeur d'IPG, loin de là, et ces gens-là s'engueulent en 1974 au Costa Rica. Et ils ne s'aiment pas. À 1976, M. Joubert termine son mandat de directeur de l'IPG et M. Claude Allègre prend la place. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Imaginez un petit peu tous les habitants de La Rochelle, ou bien de Cannes, ou de Chambéry, de Saint-Brieuc, fuyant leur ville pour échapper à la bombe, à la catastrophe. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit à la Guadeloupe. Le 15 août, le préfet de la Guadeloupe ordonne l'évacuation totale de l'extrémité sud de Basse-Terre, plus précisément de la région située entre Vieux-Habitants à l'ouest et Capesterre-Belle-Eau à l'est, soit 73 600 personnes. Ici le préfet qui vous parle. La situation s'est encore considérablement aggravée. Étant responsable de la sécurité de la population, je viens de décider l'évacuation totale. Une décision qui fait bondir Tazieff. Les réfugiés affluent alors dans les centres d'hébergement installés essentiellement dans les écoles publiques du Nord Basse-Terre et de la Grande Terre. Le lendemain, une crise sismo-volcanique intense débute. Le 27 août 1976, Tazieff revient d'Équateur. Et il apprend que Allègre devient son patron. À partir de là, il prend le contre-pied de tout ce qui s'est dit avant et tout ce qui s'est fait avant. Ah, il ne fallait pas évacuer, il n'y avait pas de danger, ceci, cela. C'est à partir de septembre 1976 que la polémique a commencé. Mon expérience des volcans, même de près de 30 ans, est que je peux me tromper. Je peux parfaitement me tromper. Là-dedans, personne ne peut dire ce qui se passera même demain, et a fortiori dans une semaine. Mais il n'y a pas, selon moi, je dis bien selon moi, et rien que selon moi, à redouter d'éruptions de très grande envergure qui puissent menacer les cités qui se trouvent au pied de la montagne. Il parle de son flair. Tazieff a dit, on a des interviews de lui, des écrits, il dit que son flair lui disait qu'il n'allait rien se passer. Donc je ne sais pas comment faire pour juger la vie de 72 000 personnes sur un simple flair. Donc ça, c'est un problème. Dans le cas de la Soufrière, le gouvernement a décidé de ne pas prendre un tel risque. Comme d'ailleurs, aucun gouvernement digne de ce nom. Les Islandais ont eu une crise récemment, ils ont évacué immédiatement. Les Américains ont eu une crise sur le volcan du Mount Baker l'an passé, ils ont évacué pendant 8 mois. Il n'y a aucun doute là-dessus que la sécurité des personnes passe avant tout problème de querelle de scientifiques et d'hypothèses d'écoles que les uns et les autres peuvent faire. Le 30 août, une forte explosion survient au sommet de la Soufrière. Elle va durer 13 minutes. 13 longues minutes accompagnées de projections de blocs jusqu'à 1 mètre cube. Haroun Tazieff et Claude Allègre avaient ce jour-là décidé d'entreprendre une ascension de reconnaissance sur le volcan. Ils échappent d'un rien à la catastrophe. Pour la première fois, depuis qu'on sait qu'à la Guadeloupe, la Soufrière menace d'exploser, le volcan a fait des blessés légèrement atteints, il est vrai. Parmi ces blessés, Haroun Tazieff lui-même et 2 membres de son équipe. Une prise de risque qui cristallisera la haine viscérale que les 2 hommes se voueront toute leur vie. De son côté, la Soufrière continue de faire des siennes, entre projections de cendres et multiples séismes d'intensité variable. Il faudra attendre le début de l'année suivante pour que les choses reviennent peu à peu à la normale. Mais cet événement bouleversera durablement la société guadeloupéenne et marquera la fin de l'hégémonie économique du chef-lieu Basse-Terre au profit de Pointe-à-Pitre.
la problématique du port, le port de Basse-Terre, qui était très important de tout temps. Avec l'évacuation totale pendant des mois de la ville de Basse-Terre, donc tous les dockers, il a fallu leur redonner du travail ailleurs, il a fallu réorganiser la vie professionnelle d'un certain nombre de personnes. Basse-Terre est restée ville morte pendant longtemps, le port donc n'existe plus, on peut dire ça comme ça, et ça a été très très difficile de reprendre. Il y avait des commerçants basse-terriens qui n'avaient jamais quitté, je parle de leur métier, la Basse-Terre. Ils ont ouvert de nouveaux magasins après Tapit. Ils sont restés après Tapit. Et ils ne sont pas revenus à Basse-Terre. Donc Basse-Terre a perdu un certain nombre de commerçants. Basse-Terre a perdu un certain nombre d'agriculteurs. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont restés. Et par exemple, il y a la cité Bellecour à Bémaro, on l'appelle la cité des Basse-Terriens. Ça veut dire que c'est en 1976 que beaucoup de Basse-Terriens ont acheté une parcelle, ont acheté une maison, ou ont construit leur maison. Ils sont restés, ils ne sont plus jamais revenus à Basse-Terre. Certains, comme Marcely Veitchilingon, sont revenus chez eux, très vite, avant même le retour à la normale. Il va retrouver sa maison de papaye sous les cendres. Loin de le décourager, il sera en première ligne pour porter main forte aux scientifiques. Je suis revenu ici et le préfet m'avait donné un laissez-passer et une autorisation de rentrer dans le secteur puisque c'est interdit. Et moi, je dormais ici chez moi et je faisais des prélèvements de sang pour les scientifiques. Durant cette période, l'équipe de l'observatoire ne chôme pas. Son travail n'est guère facilité par les nombreux changements de locaux liés à la situation instable du volcan, passant de la propriété du Parnasse, au pied de la Soufrière, à la grande poudrière du fort Saint-Charles à Basse-Terre. Moi, j'ai commencé à travailler sur 2 sites. J'étais basé d'abord au Fort d'Elgas, parce que j'étais responsable du Fort d'Elgas, pour du technique, puisque c'était là où se trouvait le système, le cœur technique de l'observatoire. Mais quand je suis arrivé, donc l'observatoire avait un logement, un local qui était au Parnasse. C'était une simple villa, une grande villa, avec un rez-de-chaussée qui était le laboratoire à l'époque, et le logement du directeur à l'époque était Michel Feuillard. Et donc il y avait 4 personnes qui travaillaient là, et cet observatoire au Parnasse est à peine à 3 km, 4 km à vol d'oiseau du volcan de la Soufrière. Et donc il était aux premières loges au moment des éruptions, la première éruption de 1976, 8 juillet, et donc il était donc en danger, donc il a fallu l'évacuer. Et il était évacué à la ville de Basse-Terre, dans le fort d'Elgrès, où il y avait des murailles suffisamment épaisses. À l'époque, ça s'appelait Fort Saint-Charles. Et murailles suffisamment épaisses, c'est un bâtiment qui s'appelait la Grande Poudrière, dans lequel j'ai travaillé pendant 17 ans. Le Fort d'Elgas n'étant pas un observatoire, c'est un monument historique, la villa du Parnasse étant une villa, n'était pas un observatoire et en plus trop près du volcan, on a imaginé qu'il fallait construire un observatoire, il fallait avoir un observatoire réel ailleurs. Et c'est là qu'on a imaginé le Ruellement. Le terrain n'était pas acheté, les accès étaient faciles, etc. Donc on a choisi le Ruellement. C'est ici, sur les hauteurs de Gourbert, à plus de 400 mètres d'altitude, que l'observatoire s'est installé en 1993. C'est l'un des 4 observatoires dédiés à la surveillance des volcans actifs français, avec celui de la montagne Pelée en Martinique, du Piton de la Fournaise à La Réunion et du volcanisme sous-marin au large de Mayotte. L'observatoire, il a 4 missions principales. Suivre l'activité du volcan de la Soufrière et la sismicité régionale. C'est d'informer les autorités responsables de la sécurité et des biens, donc la préfecture, le préfet, et le service interministériel de sécurité et défense. C'est d'informer la population et les médias de l'activité du volcan, mais aussi de l'activité tellurique, on va dire tout ce qui est sismicité régionale, et également de participer à l'information du grand public, on va dire la sensibilisation du public sur les risques telluriques en Guadeloupe. Et pour mener à bien ces missions, l'OVSG dispose de nombreux outils lui permettant d'avoir en permanence un œil sur le volcan. On a, on va dire, 4 grandes disciplines qui se démarquent à l'heure actuelle. Donc la sismicité, une fois de plus, on écoute les craquements du volcan. Grosso modo, on a une source de pression qui vient des profondeurs qui va générer des craquements dans la soufrière. C'est ce qu'on écoute avec nos sismomètres. Ensuite, on a un flux
de gaz qui vient du magma qui est en profondeur. Et ce flux de gaz, il va traverser les nappes phréatiques et donc réchauffer les sources tout autour du volcan et créer les fumerolles qui sont au sommet. Avec la chimie, on va analyser les eaux des sources chaudes et les gaz fumeroliens pour voir comment ils évoluent dans le temps et essayer de comprendre comme ça le fonctionnement du volcan. Il y a d'autres techniques qui sont la géodésie, donc c'est la mesure de la forme de la Terre. C'est toujours pareil, on a cette source de pression qui arrive sous le volcan et qui va faire gonfler ou se dégonfler l'édifice. Et une technique arrivée un peu plus récemment dans notre trousse à outils, c'est la thermique. On va mesurer, essayer d'estimer le flux de chaleur qui sort du volcan. Elles sont complémentaires et on n'a pas une technique miracle qui résout tous les problèmes. Surtout que le volcan de la Soufrière regorge de particularités géologiques, et son surnom de vieille dame lui va en réalité très mal. Son dôme est de formation très récente et n'a qu'environ 500 ans. On devrait sans doute lui préférer le surnom de Grande Dame, avec son point culminant à 1467 mètres, le toit des Petites Antilles. Ce dôme est composé d'andésite basaltique, une roche volcanique créée à partir de lave visqueuse. Il ne présente pas de véritables cratères, mais des bouches éruptives. Depuis sa mise en place, plusieurs éruptions phréatiques se sont produites. Elles se caractérisent par une explosion violente, éjectant une importante masse d'eau sous forme de vapeur et de fines gouttelettes d'eau condensées avec éventuellement des gaz volcaniques. Ces éruptions résultent du réchauffement, de la vaporisation et de la détente brutale des nappes phréatiques superficielles. Elles sont dues à une montée de magma n'atteignant pas la surface. Comme en 1956, avec 2 explosions en surface, précédées par environ 1 mois de sismicité. Aujourd'hui, la Soufrière reste le siège d'une activité hydrothermale importante qui s'est intensifiée depuis plusieurs années. Ce que constate régulièrement Carole Berthaud, géologue à l'OVSG. C'est une fumerolle qui est probablement un petit peu plus active que d'habitude. Et donc on a le jet de la fumerolle en elle-même qui érode la surface qui l'entoure, l'encaissant, et qui déstabilise le tout. Depuis 1 an et demi, l'envergure a clairement augmenté. On a probablement du magma qui est à quelques kilomètres de profondeur. Ce magma, il réchauffe un peu tout ça. Et ensuite, ça permet à cette eau et ces fluides de remonter vers la surface. En plus du magma, Dominique Gibert, fin connaisseur d'un volcan sur lequel il grimpe depuis plus de 20 ans et géologue physicien à l'Observatoire de Lyon, évoque un autre facteur pour expliquer ce réchauffement. Le fait qu'il pleuve moins au sommet de la Soufrière. Il y pleut aujourd'hui environ 6 mètres par an, soit 4 mètres de moins qu'il y a 50 ans. Ma première montée sur la Soufrière, c'était en décembre 2001 avec des collègues grenoblois. Et par rapport à la montée qu'on vient de faire aujourd'hui, il y a de nombreuses choses qui ont changé. Déjà, la pluie était très abondante au début des années 2000 et maintenant, je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Et au niveau de l'activité du volcan, ça a complètement changé. On a fait une étude il y a à peu près 2 ans pour justement documenter ce point-là. On s'est amusé à regarder les variations de température dans les fumerolles du cratère sud et leur relation avec la pluviométrie des 20 jours précédents. Et on s'est rendu compte que si la quantité de pluie tombée dépasse un certain seuil, la température des fumerolles diminue. Et si cette quantité de pluie est plus faible que ce seuil, la température des fumerolles augmente. Et la chose intéressante qu'on a constatée, c'est qu'en fait, la quantité de pluie moyenne qui maintient la température des fumerolles constante, c'est la pluviométrie annuelle moyenne sur le volcan. Ça indique donc que la température des fumerolles est quand même fortement contrôlée par la quantité de pluie qui tombe sur ce volcan. Une pluviométrie en baisse et une température des fumerolles qui augmente. Une activité sismique qui connaît un regain. Les risques pour l'homme s'en trouvent donc multipliés. C'est en effet à proximité immédiate de ces fumerolles que le risque d'intoxication est le plus important. Le risque aussi de brûlure lié aux températures élevées du sol et des gaz. Le risque enfin d'effondrement et de projection soudaine de fragments de roches et de boue brûlante.
Une situation qui a poussé la préfecture à prendre de nouvelles mesures, instaurant une zone d'interdiction totale au sud du cratère sud du volcan. Le périmètre de sécurité autour du sommet a été renforcé, et franchir les barrières installées est strictement interdit. Le préfet de la Guadeloupe et des agents du parc national se sont rendus en août dernier sur le volcan pour veiller au respect de cet arrêté. On est ici sur un très beau site touristique, mais on est aussi au pied d'un volcan. Il y a des températures élevées, il y a des gaz toxiques, et donc c'est un endroit où on ne se promène pas sans risque, encore une fois, et on ne se promène pas impunément. C'est un arrêté qui est relativement simple, qui prévoit des limitations de circulation. Et puis je pense que tout le monde est parfaitement conscient des risques et de ce que c'est un volcan actif. Désormais, seuls les accompagnateurs en moyenne montagne ayant suivi une sensibilisation aux risques volcaniques dispensée par l'OVSJ et disposant de masques à gaz sont autorisés à franchir les barrières avec du public. Nous apportons notre connaissance sur la volcanologie, sur la flore et la faune qui existent là-haut. Nous apportons aussi nos connaissances sur l'histoire de ce volcan. Nous tenons absolument à informer les gens et nous avons aussi des volets pédagogiques, même pour les enfants, même pour les lycéens, les collégiens qui veulent accéder à ce volcan. Toute personne qui veut accéder à ce volcan, nous apportons notre savoir. Des scientifiques de l'OVSJ justement qui reconnaissent une intensification de l'activité sismique et une accélération des événements. Mais faut-il s'en inquiéter? Et cette situation est-elle comparable avec celle qui a précédé l'éruption de 1976? Température. On peut parler d'un regain d'activité sur une échelle de temps décennale, c'est-à-dire si l'on se replace dans le contexte de la dernière éruption de 1976-1977, nous avons eu une période de calme pendant quelques années jusqu'en 1990-1992, et en 1992, le volcan a recommencé à se réactiver. Depuis 1992, on a une augmentation de cette activité par paliers, progressivement et cyclique, avec une marche importante en 2007 par exemple, où le volcan a débuté une activité plus importante que dans le passé. Ces microséismes, ils arrivent régulièrement, hein. Le volcan produit régulièrement des crises sismiques qui sont de faible énergie. Il faut savoir que c'est des choses qui ne sont pas ressenties par les gens qui sont sur le volcan. Par contre, effectivement, nos capteurs qui sont très sensibles enregistrent tous ces séismes. Ce sont des phénomènes qui sont réguliers, mais qui ne sont pas des signes annonciateurs d'une éruption. Donc c'est la chose qu'il faut retenir, c'est que qui montrent que le volcan respire, que le volcan a une activité cyclique avec des montées et des descentes d'activité, mais que ces essaims de séisme, même s'il y en a des centaines, n'indiquent pas l'arrivée d'une éruption imminente en tout cas. Mais pourrait-on aujourd'hui être surpris par une explosion subite et voir des dizaines de milliers de bastériens fuir vers la Grande Terre? L'évolution scientifique de ces dernières années permettrait-elle d'éviter de revivre pareille situation et de mieux appréhender le risque? On a beaucoup plus d'instruments en nombre, donc déjà c'est une force. On a une meilleure couverture spatiale de l'objet qui est à mesurer, donc déjà ça c'est mieux. Les techniques se sont variées, il y en a de plus en plus. La compréhension aussi des phénomènes est meilleure, donc de toute façon on serait quand même meilleur, on va dire, maintenant qu'en 1976 pour ce qui est de la compréhension du phénomène. On ne sait pas exactement quand il y a un phénomène qui se passe, ce qui va engendrer. On n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Donc je pense que de toute façon, même si on est meilleur maintenant parce qu'on a on a beaucoup plus d'instruments qui sont plus performants, c'est vrai, on n'a pas beaucoup plus de recul par rapport au nombre de phénomènes que l'on a vus, qui ont été mesurés. Donc ça va être quand même, je pense, long avant d'arriver à faire de bonnes prévisions comme ils le font par exemple en météorologie. En septembre, une équipe composée de chercheurs du CNRS et de l'IPGP a mis au point une méthode d'imagerie innovante permettant de sonder les entrailles d'un volcan à une résolution et une profondeur jusqu'à présent inégalées.
Une première mondiale menée sur le volcan de la Soufrière qui a permis de rendre compte de sa structure interne en 3D jusqu'à 10 km. Déployé à plus grande échelle, cet outil d'imagerie pourrait permettre une meilleure anticipation des éruptions volcaniques. Et si le pire survient, si la Soufrière explose un jour à nouveau, comment la Guadeloupe y ferait face? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à la préfecture de la région Guadeloupe. C'est elle qui organiserait les opérations en cas de crise. En cas de danger imminent, nous aurons différentes possibilités en fonction de l'étendue du danger. Nous avons déjà un outil qui s'appelle FR Alert qui permet au préfet d'envoyer un message à chaque détenteur d'un téléphone portable. Donc vous allez avoir une alerte sur votre téléphone portable qui va vous permettre de dire il y a un risque avec le volcan. Vous avez aussi les messages à la population qui vont être véhiculés par les médias, par les collectivités, notamment les communes qui auront un grand rôle à jouer, notamment par rapport aux habitations les plus isolées. Et puis bien évidemment, les gendarmes, les policiers iront informer la population. Il va falloir anticiper par rapport aux risques connus. On sait ce qui s'est passé en 1976. Donc il faut savoir ce qui s'est passé et quelles ont été les réponses qui ont été apportées. En même temps, le scénario de 1976 ne sera pas forcément le scénario que nous vivrons. Donc il faut savoir ce qui a été fait, le refermer, se le garder dans la tête, mais aussi voir les évolutions. Dans les évolutions, nous avons l'observatoire volcanologique et sismologique qui est mis en place, qui est mis à distance, qui met en place aussi des techniques de captation, de mesure, pour anticiper beaucoup plus en amont le phénomène. Par rapport à 1976, nous aurons un délai de prévenance qui sera beaucoup plus important, de plusieurs semaines, qui nous permettra d'anticiper. Et ensuite, on sait qu'il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, le parc automobile a explosé. Il va falloir prendre un véhicule par famille. Voilà, il faudra aussi que les personnes puissent se responsabiliser et faire attention à ne pas tout transporter pour évacuer. Donc il y aura des consignes spécifiques à la population et on va adapter par rapport au scénario. Donc savoir ce qui s'est passé, mais aussi se dire que le scénario qui va arriver pourrait être totalement différent. Il y en a un en tout cas qui la connaît bien, cette soufrière. Chaque jour, il arpente ses flancs pour la protéger, pour l'étudier en participant au protocole science avec l'OVSG, pour sensibiliser sur la fragilité de sa biodiversité et aussi sévir, quand il faut, quand certains contreviennent aux règles. Il s'appelle Patrice Segrettier, technicien sport et nature au Parc national. Tonton Pat pour les intimes. Et il a une fierté à avoir contribué à faire connaître différemment ce volcan. Avoir, à son échelle, inciter les Guadeloupéens à s'y rendre pour se dépenser, y profiter du grand air et en avoir moins peur. Avoir contribué, avoir participé à cela, pour moi, c'est quelque chose de positif. Après, on se dit, waouh, on a fait venir trop de gens. Parce qu'aujourd'hui, on les compte par milliers, les visiteurs sur le volcan, voire sur la totalité du territoire. Parce que nous, on a la chance d'avoir un territoire avec des paysages qui sont différents, avec en plus un volcan. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du monde, des visiteurs de passage, il y en a tout plein. On se rend compte que ce n'est pas forcément évident. Donc on est obligé de multiplier nos messages, donc par le biais des médias, par le biais aussi sur site des panneaux que l'on est obligé de multiplier. On est dans un parc national avec une réglementation. C'est comme j'aime bien dire quand j'ai des jeunes avec moi que sur la route, il y a une réglementation aussi. Donc il y a des gens chargés de faire respecter cette réglementation sur les routes, ce sont les gendarmes. Ici, il y a la police de l'environnement. Chaque année, ils sont plus de 170 000 à venir rendre visite à la Grande Dame. 100% des visiteurs ont fréquenté au moins un des sites du parc national, au premier rang desquels figure la Soufrière. Et des aménagements permettent de réduire l'impact de cette affluence. Comme les règles édictées dès 1989 lors de la création du parc, avec comme enjeu principal de préserver l'équilibre entre protection de l'environnement et accès libre à la nature. Ainsi, comme dans l'ensemble du cœur de parc terrestre, la chasse et la pêche y sont strictement interdites, comme le camping, le prélèvement des végétaux, les feux au sol, le survolant de drone ou les sonorisations.
Les animaux de compagnie doivent rester à la maison et les déchets emportés avec soi. Toutes ces règles concourent à protéger la biodiversité. Monter à la Soufrière, pour un amoureux de la nature, c'est l'endroit idéal parce qu'on a un foisonnement d'espèces, inféodé à ce milieu parce que c'est un milieu bien spécifique, avec une strate végétale bien spécifique. C'est une strate rabougrie, c'est la forêt d'altitude. Et il y a une multitude d'espèces qui poussent entre les mousses et qui sont abondamment arrosées par la pluie, puisque la Soufrière, c'est de l'eau toute l'année. C'est plus de 300 jours d'eau. Et là, on a des espèces qui explosent. La Soufrière, c'est le site le plus prestigieux du parc national de la Guadeloupe, et que je dis même le site le plus prestigieux de la Guadeloupe, tout simplement. C'est d'ailleurs ce site qui a donné lieu à la construction du cœur forestier terrestre du parc national de Guadeloupe, avec une zone de protection qu'on a mis autour de près de 21 000 hectares. C'est dire l'importance de la Soufrière dans le paysage guadeloupéen. Le parc national de la Guadeloupe couvre l'ensemble du territoire de la Basse-Terre et une grande partie de la Grande Terre. Ce qui fait qu'en termes de gestion, nous couvrons 70% du territoire terrestre de la Guadeloupe, auquel nous devons ajouter, bien évidemment, les espaces maritimes, l'aire maritime adjacente, les cœurs marins du parc national qui partent depuis le sud Basse-Terre, Bouillante, jusqu'à la pointe de la Grande Vigie. C'est dire l'importance de ce parc national et la décision que nous avons prise sur un plan politique de préserver ces lieux. La Soufrière fait partie de la vie des Guadeloupéens. C'est d'ailleurs pour conserver sa valeur patrimoniale, sa haute valeur patrimoniale, et préserver sa biodiversité exceptionnelle que nous avons mis en place des mesures fortes de protection de ce territoire de la Soufrière en le classant en cœur du parc national de la Guadeloupe. Ce symbole de la Guadeloupe, de l'histoire commune de ses habitants, c'est l'écrivain Daniel Maximin, né il y a 77 ans au pied du volcan, qui en parle le mieux. À la fin, il ne restera plus de l'île que ton arbre, la mer tranquillisée et le volcan calmé. Les empreintes des pas des hommes se seront arrêtées à la limite des plages et au bord des cratères. Après, il faudra imaginer la naissance des jours, sans parodie de vraie vie. Un symbole que le parc, pendant de très longues années encore, s'évertuera à protéger.